La première fois que tu fais ça? Oui, complètement. Ouais. Voilà. Elle travaille. Bon, je vais te laisser te présenter un peu tout ce que tu as fait. Donc, tu travailles depuis plusieurs années chez Ubisoft. Chez Ubisoft depuis 3 ans. Ouais. Et puis avant ça, j'étais 5 ans sur Paris dans une web chez Quantic Dream. Voilà. Bon, je te laisse la main. Tu veux qu'on laisse un peu de lumière ou Oui, je veux bien. On va faire ça. Ouais, comme ça, c'est bien. C'est bien comme ça? Voilà, bon, je crois qu'on n'aura pas forcément la bonne teinte, mais c'est à savoir, c'est ou au choix la teinte ou le son. Oui. Donc, je pense que c'est grave. Bon, voilà. Voilà, donc je m'appelle Vanessa Arnefra et puis je travaille dans l'animation 3D depuis maintenant presque 10 ans. J'ai fait une école de cinéma d'animation 3D pour en arriver là. Et puis après, par le stage, j'ai réussi à me faire embaucher à Paris dans une assez grosse boîte de vidéo qui avait son propre studio de motion capture. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de découvrir ce milieu-là comme ça. Et puis après, j'en ai eu un peu marre de Paris, donc je suis au soleil, à Montpellier, c'était mieux. Et j'ai réussi à trouver Ubisoft qui m'ont engagé pour travailler sur leur projet pour les clients. Voilà, donc le but de ma venue ici, c'est que je vous présente un petit peu mon travail, en quoi ça consiste. Et puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir au milieu. Enfin voilà, il n'y a rien de formel. C'est juste écran ouais. Mais de toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire notre atelier. Okay. Donc après, tu pourras rester avec nous si tu as du temps, tu disais, et puis on pourra discuter, parce que c'est peut-être, ils n'ont pas forcément l'habitude de parler devant plein de monde, donc ils préfèrent parler individuellement. Donc, voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'animation traditionnelle. Ça commence par là. Donc c'est vraiment dessiner image par image pour réussir à donner l'illusion que quand on bouge les feuilles les unes après les autres, le personnage soit vivant et qu'il bouge pour de vrai. Donc ça passe vraiment par un travail minutieux de réussir à, juste pour une marche par exemple, à bien caler les pas, quand est-ce qu'il pose son talon, quand est-ce qu'il revient à poser son pied au complet, quand est-ce qu'il se baisse, qu'il se relève, enfin, tous les transferts de poids, tout ce qui fait qu'on va croire vraiment qu'il y a un mouvement dans ce qu'on est en train de dessiner, du bout à bout. Voilà. Okay, blow your nose. How do you think Captain Flint did it, Mom? How would he swoop in out of nowhere and vanish without a trace? I have no idea. Come here, you. I'm gonna get. Okay, now it's time for this little spacer to go to sleep. You think somebody will ever find Treasure Planet? Sweetheart. Alors ça c'est pas de moi, j'aurais bien aimé, mais je décide pas aussi bien, c'est vraiment du Disney. Et pour moi ça représente vraiment la magie de comment on arrive à donner la vie sur des feuilles de papier. À la base c'est que des dessins et c'est vrai qu'on ressent vraiment la joie du petit garçon qui essaye de se cacher, la mère qui le regarde, il y a vraiment beaucoup de subtilité dans le jeu d'acteur qui font croire que c'est vrai au final, qu'on est avec eux dans l'émotion, alors qu'à la base c'est juste des dessins. C'est vrai que c'est assez fort. Et du coup, pour réussir à donner ce sentiment de la vie, d'un personnage qui est réel, ce qu'il va vraiment falloir réussir à faire, c'est à se mettre dans sa tête et puis à essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut penser, qu'est-ce qui peut le mener à telle ou telle action, du coup, comment il peut interpréter les choses dans son corps pour arriver à mener un but, une action. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, finalement, c'est déterminé par un but. Si on va prendre la porte ou pas, selon si on est pressé ou pas pressé, on va pas avoir la même attitude, selon si on porte un objet, selon si on est accompagné, si on est seul dans ses pensées, en train d'écouter la musique. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en compte pour donner de la crédibilité du coup,
dans les gestes. Donc avec ça, on a un exemple pour le coup d'un personnage lambda, vraiment poubelle, qui doit marcher, se baisser, ramasser une craie et aller écrire au tableau. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme action finalement là-dedans? C'est que pendant qu'il est en train de marcher, on voit déjà qu'il est en train de baisser la tête, et du coup il va avoir déjà l'intention de ramasser la craie avant d'être arrivé dessus. Il anticipe ce qu'il va faire. Et du coup après il se relève, et puis la même chose, son bras va directement se guider vers le tableau, il ne va pas revenir proche de lui comme ça, ou rester ballant. Enfin, il a une intention du coup d'aller faire quelque chose, d'aller vers son but, c'est d'écrire le tableau. Donc vraiment le travail d'animation c'est ça, c'est arriver à découper en toutes petites actions, en toutes les intentions du personnage. Et à réussir à ce qu'il soit crédible aussi dans ses poses, même si c'est du cartoon, qu'il arrive, qu'on puisse faire sentir le poids de ce qu'il est en train de porter. Et ça va vraiment par des notions d'anatomie, d'anatomie, des notions d'acting, du dessin forcément. Et donc là la vidéo c'est des exercices typiques qu'on donne au tout début quand on commence l'animation. Ça va être avec des objets très simples pour déjà sentir le poids, pour la façon de jouer, la façon de marcher. On commence par là où il n'y a même pas, c'est juste une balle. Si c'est une grosse balle, une petite balle, ils ne vont pas se déplacer de la même manière. C'est ce qui donne la force à l'animation. C'est des poses qui sont très importantes que l'œil va tout de suite capter, va tout de suite voir, et qui mettent en scène l'émotion, vraiment de l'action. C'est quoi ça? C'est des moments clés? Ça c'est oui, c'est des poses clés, ce qu'on appelle. C'est dans une action, le moment fort de l'action, ça va être une pose clé. Il faut vraiment qu'elle soit très très bien travaillée, même si les autres avant, les autres images sont moins fortes. Il faut vraiment qu'il y ait cette image qui soit bien donnée. Voilà. Du coup, ce qui existe en animation, c'est l'animation traditionnelle. C'est vraiment l'image par image sur le papier, comme pouvait le faire Disney ou Miyazaki. Il y a vraiment des différences. Il y a aussi du stop motion. Là, on construit du coup des maquettes, des décors complets avec des personnages à taille qu'on veut, mais généralement c'est quand même assez petit. C'est des personnages articulés, on peut vraiment les bouger dans toutes les positions qu'on veut. Et on les prend en photo, image par image aussi. Donc on les fait faire une pause, on le prend en photo, une pause un peu plus loin, on prend en photo, image par image. C'est très très minutieux comme travail. C'est un travail motivant. Mais du coup, le rendu est assez particulier aussi, puisque c'est de la photo pour le coup. On vient de retravailler après l'éclairage par-dessus, donc ça donne pas le même effet que la 3D et pas le même effet que l'animation traditionnelle. C'est encore un rendu différent. Si vous avez vu l'étrange Noël de Monsieur Jao ou ce genre de choses, c'est vraiment typique. Et après, du coup, le troisième type d'animation, c'est l'animation 3D. Donc là, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Avec un logiciel 3D, un personnage complètement fictif, on peut arriver à refaire un peu la même chose que le dessin par dessin avec l'ordinateur. Voilà. Ça, vous connaissez forcément. Bonjour. What have you been doing? Nothing. Did you find the lock? Yes. Now I need the key. You know the soldier carrying his chest, the little commandant? I just saw him in the market. See. And I told you to stay here, remember? Oui, monsieur. Sur le jeu Assassin's Creed, je pense que c'est à peu près tous. Des grosses
grosse marque phare. C'est ce qu'on appelle de la cinématique. Donc ça va s'apparenter vraiment comme au cinéma. Il y a déjà, on crée des caméras, des plans sont définis et on ne va pas voir au-delà de la caméra. Donc on peut construire vraiment notre animation plan par plan, comme au cinéma, vraiment de la même manière. Pour faire de la 3D, pour faire l'animation 3D, on a des logiciels de 3D. Il existe beaucoup de logiciels différents. Ceux qui se distinguent vraiment, qui sont utilisés, c'est Maya, Motion Builder et 3ds Max. C'est vraiment les trois grosses références dans le milieu du jeu vidéo et du cinéma aussi. Blender, je vous ai mis cet exemple-là parce que c'est un logiciel gratuit. Si on veut s'essayer du coup pour faire de l'animation, on peut trouver quand même des choses gratuites. Forcément, ce sera pas aussi défini le logiciel, mais c'est vraiment très cher d'avoir des licences. Du coup, par rapport à la 2D, la différence, ça va être qu'on peut vraiment tourner tout autour du personnage. Donc, on n'est plus à plat. On est vraiment avec de la profondeur de champ. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent ou pas du tout, si c'est déjà un petit peu technique. Vous comprenez ce qu'elle veut dire quand elle parle de profondeur de champ? Oui. Faut pas hésiter à poser des questions. Enfin, je vais faire comme ça vite fait, et puis après, s'il y a des trucs sur lesquels je vais revenir, pas de problème. Et donc, du coup, dans le logiciel 3D, on se retrouve en fait avec un personnage comme ça, dans lequel on va lui mettre un squelette et ce qu'on pourrait appeler des muscles, ce qu'on appelle le rigging and skinning. Et ça va vraiment nous permettre de contrôler notre personnage. Après, on a des contrôleurs du coup, qui vont s'apparenter plus comme ça pour pouvoir le diriger comme une marionnette en fait. Donc on va avoir pour contrôler la tête, pour contrôler les yeux, pour contrôler chaque partie du corps. Et puis on va avoir une échelle de temps. Généralement en dessous de notre personnage on a une échelle de temps qui nous permet de se déplacer. Et pour voir par exemple à l'image 1, j'ai fait telle pause, à l'image 5, je fais une autre pause. Et entre l'image 1 et l'image 5, le logiciel tout seul, il va faire un truc comme ça. Et donc après, c'est à nous de dire si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Et de revenir travailler. Par exemple, si on voulait qu'il fasse plus comme ça, il faudra revenir rajouter une image entre les deux pour définir les possibilités. Donc voilà, généralement, on travaille vraiment avec des modèles comme ça. Et puis, une fois que la scène est terminée, on voit les modèles en qui brillent comme ça. Et une fois que c'est rendu, c'est vraiment le final, ça devient comme ça. Ce qu'on distingue dans l'animation 3D, du coup, il y a deux choses, c'est le keyframe et la motion capture. Ce sont deux techniques complètement différentes. Le keyframe, ça va être comme l'animation traditionnelle, comme je l'ai expliqué, image par image. Et la motion capture, on va enregistrer la performance d'acteurs avec des capteurs. Et du coup, c'est l'animateur derrière qui va venir pour retravailler ses mouvements pour qu'ils s'adaptent à ce que le jeu vidéo veut vraiment. Donc c'est un travail un peu plus technique, on va dire, qu'artistique à ce moment-là. C'est pas du tout la même chose. Par contre, c'est des plateaux de mocap, pour le coup, c'est quand même assez rigolo parce que c'est du bricolage dans tous les sens. Pour essayer d'obtenir des décors à moindre coût avec 3 palettes, voilà, et qu'en même temps il y a des cascadeurs et qui passent pour faire des scènes d'action, des acteurs. J'ai fait des infos qui étaient là chez Quantic Dream, c'est des acteurs d'une certaine renommée, et c'était agréable de travailler avec eux. Je vais vous montrer un petit peu, juste parce que la vidéo se lance avant que je puisse parler. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, au tout début, on voit des gestes comme ça. C'est une espèce de gymnastique pour calibrer le personnage réel et le personnage 3D, pour que le personnage 3D puisse bien interpréter tous les mouvements du personnage réel, qu'il n'y ait pas d'aberration comme le bras. On fait une petite gymnastique comme ça, et après, du coup, il est libre de circuler partout sur le plateau de motion capture. Il y a toutes les caméras autour qui le filment et qui enregistrent ses mouvements. Donc il est libre vraiment d'avoir toutes les interactions possibles, de se rouler par terre.
seul truc, c'est que quand tu commences à faire trop de cascades, les petits marqueurs ils sont des scratchs là, donc s'ils tombent ou quoi, on est obligé de tout recommencer, de reprendre toute la prise et puis de refaire à zéro. Donc c'est ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. Ça c'est du keyframe pour le coup. Sur le monstre. Donc le monstre on ne peut pas le capturer forcément en motion capture, il n'existe pas. C'est du keyframe. Et pour le coup, elle est en motion capture. Donc les deux techniques peuvent être mélangées. Complètement, on peut mélanger les techniques. Et il y a une technique qui est plus avantageuse au niveau coût de production? Alors en coût de production, ça dépend vraiment du type de projet. On va dire que la motion capture, c'est pour des gens qui veulent faire du réalisme dans leur mouvement. Donc après, on est quand même assez limité avec la motion capture, on ne peut pas faire d'extravagance, parce qu'il faut que ça reste des performances qu'un humain peut faire. Ou après, on peut les retravailler pour que ce soit un peu plus fantastique. Par exemple, au cinéma, quand ils font de Iron Man, comme ça, c'est tout fait avec de la motion capture, mais retravaillé derrière pour que ce soit fantastique. Mais si c'est du cartoon, par exemple, il n'y aura strictement aucun intérêt de faire de la motion capture. Le keyframe marche vraiment beaucoup mieux pour faire ce genre d'action. On peut donner plus de punch, on peut vraiment créer des poses élastiques pour quelque chose de dynamique. Donc la motion capture sera plutôt vraiment pour du réalisme. Après, on est toujours obligé de mixer de toute manière avec du keyframe pour travailler des conditions. Et donc, pour le keyframe de conditions, c'est très récent, c'est une combinaison avec des capteurs partout. Les acteurs normaux, ils jettent pas tout dans tous les sens, ils ne pensent pas dans tous les sens. Mais voilà, c'est des séquences qui sont assez marrantes dans le quotidien du travail. J'ai rencontré des gens comme ça qui travaillent dans ces milieux du cinéma. Ce sont de vrais acteurs après, soit de séries, soit de films. Aussi. Et ça, pour ça, il faut aller dans des studios spéciaux où vous pouvez le... Alors ça dépend des studios. Par exemple, à Quantic Dream à Paris, ils avaient leur propre studio de motion capture, donc c'était quand même un gros avantage parce qu'on descendait au sous-sol, il y avait un gros studio et on pouvait faire les prises quand on voulait. Chez Ubisoft, là, ils n'ont pas de studio de motion capture à Montpellier ni à Paris. Ils sont obligés d'aller au Canada pour faire leur session de motion capture. Donc c'est une sacrée organisation à chaque fois. C'est leur studio interne aussi, parce qu'ils ont 3 gros studios au Canada, Ubisoft. Et donc ils ont monté vraiment un truc très professionnel, c'est très, très propre, très beau. Mais c'est une sacrée logistique après pour y aller, parce que tous les studios s'enregistrent à certaines dates, pour prendre rendez-vous, est-ce qu'on peut venir tourner là, et il ne faut pas se rater. Mais oui, du coup ça dépend, il y a peu de boîtes externes qui proposent ce service, surtout en France, c'est spécialisé. Ça se marque comment en journée de travail, journée d'occupation d'un studio? C'est comme un film finalement. Oui, ça se passe en journée de tournage. Selon le script du scénario qui a à tourner, il y a un storyboard, c'est déjà tout prédécoupé comme dans un film, comme au cinéma.
Et du coup, après, ils arrivent à quantifier en journée de tournage tel nombre d'acteurs qui doivent être présents pour ce jour-là, et puis le moment après. Et puis à regrouper toutes les scènes, tourner ensemble. Et il y a aussi des tournages du coup, cinématiques et des tournages techniques. Ce qui n'est pas pareil, c'est que la cinématique, ça va être vraiment comme pour le cinéma. Et puis les tournages techniques, ça va être pour quand on a la manette en main et que l'on fait bouger le joueur, il faut qu'il puisse marcher, il faut qu'il puisse sauter, il faut qu'il puisse s'arrêter, tourner. Donc ça aussi, on découpe vraiment petit à petit des mouvements. Alors ça c'est pour vous donner la différence du coup entre le tournage qui est mock-up et après il y aura la vidéo en 3D, ce que ça rend dans les jeux. C'est une scène de combat aussi. Il y a le son ou il y a le... Non, c'est possible qu'il n'y ait pas de son sur scène. Ah d'accord. Mais voilà, après du coup c'est intégré dans le jeu. On a la possibilité de revenir découper tout ce qu'on a tourné un peu dans l'ordre qu'on veut et puis de mixer avec notre personnage. On rajoute des caméras dans la scène 3D pour intensifier ce qu'on doit raconter ou pour laisser le joueur libre, ça dépend un peu de la volonté du studio. Et puis voilà, c'est le niveau dessus. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu le gameplay pour l'animation gameplay pour le jeu vidéo. C'est encore une partie à part, technique, un peu moins artistique, et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses avec son personnage. Je vais vous montrer. C'est le trailer du jeu Ghost Recon qui va sortir là bientôt en mars, d'ici 15 jours. C'est un trailer un peu violent, je ne sais pas si je peux le montrer. Est-ce que ça peut se faire? Je pense que... This is DJ Perico with a special message from Ensueño. Bolivia, the nation of Santa Blanca. Basis still in the building, flash the camera. I'ma drop the hammer. They unchained the hip hop, sizzling and Bobby out the slammer. Hip hop's all on the East Coast, and it moves right now down the hammer. I'ma bring it back to New York, all those blunts and throw your hands up. Couple of boots in the club, with the juice in the book, and down. I'm a fly with a dime, my body head up to my penthouse. Oh, I'm not trying to take it slow. Work your hard, make it go. Open up 24, we striving for that goal. Me mets précommandé si vous voulez. Faut appuyer sur l'écran. Donc ça c'est le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé chez Ubisoft. Et tout ça pour vous expliquer en fait la différence. Rien de ce que vous n'aviez vu n'est vrai en fait. C'est tout reconstitué. Tout à fait. Personne n'a été tué face au tournage. C'est vraiment non, mais tout ça pour vous expliquer en fait la différence entre les cinématiques et le gameplay.
Ce jeu-là, par exemple, utilise très très peu de cinématiques, donc la force du jeu, ça va être vraiment le gameplay, c'est ce que va ressentir le joueur une fois qu'il a la manette dans les mains. Et donc il faut que son personnage soit très réactif, qu'il ait en même temps des mouvements réalistes, et puis qu'il puisse répondre, enfin qu'il ne se sente pas frustré dans les actions qu'il puisse faire. Donc tout ce qu'on a vu là dans la vidéo, par exemple, ça a été capturé avec des images du jeu. C'est pas des images de cinématique. Donc c'est pas des images qui sont précalculées à l'avance. C'est des images qui sont ce qu'on appelle du temps réel. Ce qui, théoriquement, on pourrait prendre une caméra et se balader et la tourner dans tous les sens, et continuer de jouer avec sa manette et son personnage et avoir la même qualité d'image que ce qui était tourné là. C'est une très grosse différence du coup, parce que quand on ne précalcule pas les images, il faut arriver à pouvoir afficher autant, visuellement simuler, à afficher autant que si on simulait des images précalculées. Et sauf qu'il faut que ça tourne en temps réel et qu'une image elle ne peut pas prendre une heure pour rendre, sinon on ne peut pas jouer, il faut vraiment que ce soit fluide, il faut que ce soit pensé intelligemment pour pas que ça fasse ramer l'ordinateur, pour pas que ça fasse planter. Et du coup, pour contrôler ce personnage avec notre manette, on utilise des logiciels un peu particuliers. Qui s'apparentent donc arrive des petites boîtes comme ça, qui vont donner des commandes. Et après, dans des scènes de test qu'on se fait vraiment pour nous, on va tester du coup comment notre personnage se comporte, comment il réagit. Est-ce que c'est bien ce qu'on attendait? Est-ce qu'il arrive bien par exemple à se plaquer contre les murs, à regarder? Là on voit qu'il y a un petit décalage, il est trop loin par rapport au mur par exemple. Il faut régler ce genre de choses parce que c'est pas l'effet qu'on voudra plus tard. Savoir si c'est assez réactif ou pas. Donc là par exemple, on voit pas très bien le niveau de boîte, c'est pas très important, c'est pour vous expliquer vite fait, c'est pour déplacer notre personnage vraiment de la manière la plus basique qui soit. C'est-à-dire que là il est arrêté, là il commence à marcher, là il marche, et là il s'arrête. Voilà. Il ne peut pas faire autre chose avec ce graphe-là, il ne pourra pas faire autre chose. Et du coup on lui donne ce qu'on appelle des transitions, ça va être des conditions pour aller vers tel ou tel état. Donc, par exemple, quand on est arrêté, on veut commencer à marcher, la condition ça va être de mettre le stick en avant, du coup à une certaine valeur, pour le faire commencer à marcher. On distingue par exemple ici, il commence à marcher du pied droit et il commence à marcher du pied gauche. Pour pouvoir partir dans des directions différentes, si on veut aller par là-bas ou par là-bas, on ne peut pas partir sur les mêmes pieds. Après, du coup, il marche. Et pareil, il peut s'arrêter du pied droit ou du pied gauche, selon sur quel pied il était en train de marcher. Et pour pouvoir repartir directement si on lui demande, enfin, pour pouvoir s'arrêter si besoin. Voilà, donc on va vraiment jouer avec ces petites boîtes pour enrichir les comportements de notre personnage et lui faire arriver vraiment à ce qu'on veut dans le jeu. Et ça va se mixer avec de l'intelligence artificielle qui est faite par les codeurs. Dans telle situation, un personnage peut avoir des réactions de peur, d'amitié envers un autre personnage, d'ignorance, etc. Il va y avoir de la physique aussi, quand il se balade dans une pièce et c'est 4 murs fermés, il ne peut pas traverser les murs, donc il faut indiquer que les murs sont durs par exemple, ou dans de l'eau, donc ça c'est encore de la physique différente, les fluides, comme ça. Comment ça réagit quand un corps rentre dans l'eau ou quand on jette quelque chose dans l'eau, pour essayer de simuler au mieux la nature, la réalité, l'environnement qu'on crée. Les personnages vont, par exemple dans le cas de Ghost Recon, vont avoir des agendas, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'heure de la journée. Donc la nuit ils se couchent, ils dorment, la journée ils ont un travail, donc à quelle heure il faut qu'ils aient mangé, pris leur petit déjeuner, après ils ont leur routine, ça permet du coup d'avoir vraiment
une intelligence dans les actions des personnages. Ils ne sont pas juste là, posés, en train de rien faire. Quel que soit le moment de la journée, ils ont des actions à faire. Les balayer sa maison, tuer des gens, ça va donc je serais On va distinguer du coup dans les personnages aussi le main card, donc le personnage principal et les personnages secondaires et de fou. Ils ne vont pas être définis de la même manière. C'est-à-dire que ça coûte très cher de polygone dans le jeu vidéo, puisque ça doit être rendu en temps réel. Il faut vraiment arriver à limiter le nombre de polygones. Donc généralement le personnage principal il va être très défini, beaucoup plus que ça. Par exemple le bruit. C'est vraiment très fin, plus au dehors de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les personnages. Comme ça. Ça va être très serré, ce qui donne vraiment des arrondis, c'est pas pixelisé. Et après, les personnages secondaires du coup, vont être traités de manière vraiment différente. On va pas avoir beaucoup de détails dans les doigts, pas beaucoup de détails sur le visage, parce que c'est la région qui prenne le plus d'os et de muscles pour faire bouger dans la manière dont c'est fait en 3D. Voilà, alors après du coup, pour gérer de la foi dans les jeux, on découpe vraiment les actions. Là c'est bon, ça ne se joue pas en boucle, c'est vraiment une marche qui va se jouer à l'infini. Et je vais prendre un exemple, je sais pas, on a un personnage par exemple qui est en train de piocher de la terre, il va falloir qu'on fasse une boucle qui soit à l'infini, qu'on ne puisse pas détecter à quel moment il a fini de piocher de la terre, il a jamais fini. Si on veut voir le personnage rentrer, on redécoupe encore l'action, du coup on va mettre une entrée et une sortie à cette action, qui seront découpées, ça va être un pas pour rentrer dans l'action, on va faire l'action en boucle, et un pas pour ressortir de l'action. Pouvoir l'interrompre à tout moment si c'est comme ça qu'on gère plusieurs personnages à la fois, de pouvoir dire lui il peut aller là, il peut aller à tel endroit, faire telle action, il rentre dans son action, il est bien dans son cycle, pas de problème, tiens c'est telle heure, il a fini son cycle, il va faire autre chose, et du coup il sort et puis il va rechercher une autre action à faire. Et dans le cadre d'une foule, il faut gérer chaque personnage de cette façon-là. Oui, après il y a d'autres systèmes encore qui peuvent exister, mais la plupart des studios utilisent quand même des entités une par une. Mais encore une fois, avec les petits graphes qu'on a vus, c'est capable de gérer en fait pour chaque entité tout seul. Donc on va mettre des types de personnages. Donc quel type de personnage on va mettre des paysans, tous les paysans ils auront droit au même set d'actions, ils pourront tous faire la même chose. Et par-dessus ça, on pourrait dire des paysans en colère, et par-dessus, ils pourraient tous avoir des réactions de colère en plus. Le logiciel gère tous les personnages, tous les champs possibles, et après c'est à nous de raffiner du coup en fonction du personnage qu'on veut. Et on est aidé aussi du coup par ce qu'on appelle les game designers, donc ils construisent des niveaux qui vont rajouter tous les objets pour que ce soit joli dans le niveau, que ce soit praticable ou intéressant. Que ce soit des maisons, que ce soit des choses à ramasser, des bonus, ils placent vraiment tout. Et ils placent ce qu'on appelle le nav-mesh, donc c'est des endroits où on a le droit de naviguer avec les personnages. Souvent on se rend compte dans les jeux vidéo qu'il arrive un moment où il n'y a rien et pourtant on marche contre un espèce de mur invisible, parce que ça c'est les éditeurs du jeu qui décident de nous empêcher d'aller trop loin pour ne pas s'écarter de l'action qu'on doit faire. Maintenant avec les mondes de plus en plus ouverts, il y a de moins en moins ces choses-là et on est plus libre d'aller un peu où on veut. Mais c'est quand même encore présent, notamment pour la physique des objets, parce que quand on place une table comme ça, on aime bien qu'on ne peut pas arriver à la traverser, donc elle prend un objet de collision et du coup il faut que le personnage sache où aller le placer déjà, pour pas rentrer dedans et penser qu'il a le droit de s'écarter et de passer à côté, pour ne pas dépasser comme ça.
Voilà. Si vous aimez le métier d'animation 3D, ce que je peux vous en dire, c'est voilà, un métier technique et artistique parce qu'il faut allier un peu la créativité, de se dire comment mon personnage va réussir à faire telle action, avec quelle envie, quelle motivation, quelle pensée, etc. Et en même temps technique parce qu'il faut savoir utiliser du coup, les différents logiciels qui sont souvent internes à la boîte, qui n'existent pas en dehors sur le marché. C'est vraiment des logiciels créés pour le jeu, on va dire. Donc il faut réussir à s'adapter à ça et à toujours se remettre à niveau. C'est un métier passionné, forcément, puisqu'on passe beaucoup d'heures, c'est pas très minutieux. Passer image par image, il faut vraiment. C'est pas en 2 heures ou 3 heures qu'on a un résultat, c'est sûr. C'est vraiment au moins une semaine sur une animation qui peut durer peut-être 3-4 secondes. Donc on va avoir 4 secondes d'animation. On aura quelque chose qui commence à être propre, mais il va falloir passer une bonne semaine dessus pour toutes les pauses, veulent dire quelque chose, pour avoir bien analysé son action et pas se mettre à faire des choses qu'on ne veut pas. Voilà, et ce que je trouve vraiment moi très intéressant dans ce métier, c'est que même si c'est un vieux métier, pour le coup l'animation 2D c'est très vieux et ça ne bouge pas beaucoup. En contrepartie, l'animation 3D, notamment le gameplay, c'est vraiment en évolution parce que les machines sont de plus en plus performantes, ils sont capables de gérer de plus en plus de choses, notamment sur la physique des vêtements, la façon dont les vêtements bougent, les cheveux. Enfin, ça devient vraiment de plus en plus fin et du coup ça se ressent aussi dans la qualité des animations qu'on peut apporter dedans. Et dans la qualité de l'intelligence artificielle qui peut être codée derrière, du coup aussi, pour avoir un personnage avec multiples réactions qui puisse sembler le plus réaliste possible. Voilà. J'ai mis quelques noms, si ça peut vous intéresser de feuilleter, je ne sais pas si vous êtes passé comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Alors, voilà. Moi Oui. A priori, ça semble très technique. Quelqu'un qui n'a pas justement de notion de dessin énorme, est-ce qu'il peut envisager d'aller sur des métiers comme ça ou il faut vraiment savoir très bien dessiner aussi? Non, alors pour la 3D, il y aura moins besoin de savoir dessiner. Pour la 2D, je vous dirais oui, forcément, c'est indispensable, c'est sur papier. Donc, mais pour la 3D, non, le niveau de dessin n'est pas obligatoire pour le coup. Ça aide quand même d'avoir des notions parce que pour savoir comment on se déplace, comment on bouge, on est un peu obligé de connaître le corps humain, les transferts de poids, si on est plus appuyé sur la jambe, l'équilibre, voilà, il faut que notre personnage puisse se tenir debout et puis avoir l'air crédible, pas tout déglingander, on va dire. Donc c'est sûr que ça aide. Après, à un super niveau en dessin, non, ça ne va pas servir à vraiment là-dedans. Est-ce que c'est un métier qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres techniques de ce genre de 3D? Comment ça, d'autres techniques? De faire des animations comme ça, est-ce qu'il y a beaucoup de techniques? Je comprends pas bien ta question. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de faire des animations? Par rapport au logiciel, par rapport oui. C'est quoi la technique que toi tu vois la technique avec le morceau que vous avez fait dans Assassin's Creed. Ouais. Est-ce qu'il y a... Ça c'est la motion capture qu'on a utilisée pour faire les mouvements. Et après on le met dans ce qu'on appelle le moteur 3D pour que tu puisses voir avec la lumière, avec tous les personnages, tous les objets, etc. C'est la méthode la plus commune pour faire le jeu vidéo réaliste ou semi-réaliste aujourd'hui. Sinon, après, c'est du keyframe. Ça va être vraiment de l'image par image, sans base d'acteur derrière. C'est toi qui fais tes propres poses c'est tout à fait possible aussi. C'est plus long si tu veux faire quelque chose de très convaincant. Pour faire du cartoon, c'est largement possible.
J'ai entendu dire que vous aviez commencé un jeu Avatar. C'est en pour parler. Mais alors moi j'ai vraiment pas le droit de divulguer des informations. Non mais Salut, ça où toi? non mais aujourd'hui, sur YouTube, aujourd'hui ils ont sorti une vidéo comme quoi ça y est, c'est D'accord, c'est annoncé. Et ben alors sûrement. Mais non, je peux vraiment pas donner d'infos là-dessus. Ils sont tenus par le secret professionnel. Ouais, après ça me coûte cher en procès. C'est une vidéo officielle. Ce n'est pas une vidéo qui se pose dessus. En fait, les tâches sont vraiment très partagées dans le jeu. Quoi. Il y a très peu de personnes qui, dans son travail, englobent toute l'animation, la création de C'est personnages. difficile parce que c'est très long. Chaque partie est vraiment très longue et du coup, il est plus facile de se répartir. Maintenant, si on est dans un petit studio d'une dizaine de personnes, on sera amené à faire forcément plus de choses que quand on est dans un gros studio où il y a 300 personnes et du coup chacun a vraiment sa partie du métier qu'il connaît, spécialiste. C'est différent comme approche. Et toi, tu es amené à diriger des acteurs. Quand j'étais à Paris, oui. Oui. Maintenant, Ubisoft, c'est le plus gros studio que ce que j'étais à Paris, donc pareil, ça cloisonne un petit peu, on va dire, dans son propre corps de métier. Mais c'est vrai que quand j'étais dans le studio à Paris, j'avais la responsabilité d'une équipe qui faisait des animations de gameplay. En parallèle, je travaillais vraiment avec les codeurs pour faire le design de ce qu'on voulait en gameplay, dire là il faut que ce soit plus réactif, plus moins réactif. Après avec les game designers, c'est ceux qui écrivent le jeu, on avait vraiment des discussions pour s'accorder sur l'animation et le game design, est-ce que ce sera cohérent, est-ce qu'on va dans la même direction, on sera d'accord avec. Et les tournages, du coup, moi j'ai une capture en plus, avec la direction des acteurs, leur dire, moi j'étais plutôt sur les tournages techniques pour le coup que artistiques. C'était une autre personne qui se chargeait de ça pour les cinématiques. Mais sur les tournages techniques, c'était vraiment leur dire là j'ai besoin que tu marches pendant 5 pas, que tu t'arrêtes sur le pied gauche à 90 degrés. C'était vraiment très technique dans l'ensemble, c'est pas évident pour les acteurs. Parce que les acteurs est plus dans le feeling que dans la direction comme ça, de réfléchir à quel pied donner, à quel moment, à quel angle. Mais oui, voilà, c'est beaucoup de tournage sur les jeux. Mais maintenant, tu es plus devant l'ordinateur en fait. Ouais, maintenant c'est beaucoup plus devant l'ordinateur. Je mets à jour sur leurs technologies aussi qui sont pas les mêmes que forcément que celles que j'avais dans le studio à Paris. On retrouve des mêmes choses, mais c'est vrai que chaque studio a vraiment ses propres logiciels et du coup à essayer de pousser en avant sur chaque projet, à les faire avancer, à aller au mieux possible. Et la création d'un jeu comme celui-ci, là, ça représente combien de membres pour l'équipe? Combien de personnes? Un jeu comme Assassin's Creed, c'est 500 personnes pendant 3 ans, on va dire, 2-3 ans. Après, avec un peu de turnover, parce que forcément, il y a des équipes qui sont fatiguées et ils pressent un petit peu toujours. Donc, je pense que ça tourne vraiment à 350 personnes de plein pendant 3 ans. C'est très long. Et est-ce que dans la conception du jeu, la machine sur laquelle ça va être exploité rentre en ligne de compte ou pas du tout? Si ça doit être joué sur console ou sur PC? Ah oui, oui. Ouais. Des fois, des Je jeux ne connais sont pas très bien en portabilité console, mais effectivement, c'est défini avant la création du jeu. Si ça va être fait sur PC ou sur console. Si c'est 2 types de consoles, la Xbox et la PS4, à la limite, ça peut se décider un peu après, parce que ça reste des consoles, donc la portabilité est à peu près similaire. Mais c'est quand même vite défini, du coup, ça va influer sur les performances de ce qu'ils peuvent afficher. Mais du coup, qu'est-ce qui est plus cher, je dirais, à faire? C'est pour les consoles, c'est une adaptation du jeu. En fait, un PC est capable d'afficher plus de choses qu'une console en termes d'image. Ce sera plus défini, il a plus de puissance qu'une console.
Donc quand on décide de faire le jeu, si on dit on le fait sur PC et que finalement on va le faire sur console, ça va poser des soucis parce que la console ne sera pas capable d'afficher tout ce qu'on voulait à l'image, ou alors ça va ramer, il faudra l'adapter. le prendre en compte dans le... Dans ce cas-là, j'imagine un jeu qui a beaucoup de succès et tout, et finalement ils décident de le mettre en console. C'est-à-dire qu'ils vont devoir réadapter une partie du code pour que ça puisse fonctionner du coup, sur PC ou sur notre console. Et les graphistes, en fait, est-ce qu'ils interviennent à un moment dans le jeu, plutôt au départ, sur la création des personnages, avant même que ce soit animé Oui, bien avant. Les graphistes, du coup, en fait, généralement, un projet, ça se présente en 2 phases. On va dire la pré-production et ce qu'on appelle la production après derrière. Et pendant la phase de pré-production, c'est vraiment de la recherche. Et du coup, à ce moment-là, les graphistes interviennent pour tout ce qui est décor, environnement, personnages, animaux, si besoin. Et ils font vraiment des artworks après pour toutes les scènes, il y a les storyboards, du coup j'en parlais aussi pour toutes les cinématiques. Et le jeu est découpé vraiment en séquences. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les locaux Pixar par exemple, comment ils découpent avec des petites vignettes, des petites images, toutes les séquences du film. Là ça va être pareil mais fait à l'échelle du jeu. Toutes les séquences marquantes, je sais que le joueur va aller là. Les graphistes interviennent là-dessus. Et pour le design des personnages, comment il sera habillé, quel look il doit avoir. Tu as encore quelque chose à montrer? Non. Parce que j'ai dû allumer depuis tout à l'heure. Ça aurait été plus sympa. Et donc tu as interaction toi avec des graphistes ou pas? Ou c'est vraiment dans la pré-production? Non, c'est vraiment séparé. Ouais. On a l'interaction avec les graphistes quand on reçoit après nous des modèles en 3D. Il arrive souvent qu'on ait des problèmes, par exemple quand on décide de l'animer par rapport au cou, ici ça se déforme pas très bien, il y a un creux dans les épaules, ou les poignets, c'est des os qui sont très compliqués dans le corps humain du coup, à gérer, parce qu'il y a plusieurs sortes de rotations possibles. Et ça, souvent on a des problèmes avec ça. Et donc on fait des retours, après des allers-retours avec les graphistes, ceux qui mettent les squelettes dans le personnage, et puis nous, pour voir si ça convient, mais après on n'a pas vraiment de relation directe avec les graphistes. D'accord. Bien. Voilà. Question? Non? Bon, en tout cas, merci. De rien.